Entretien avec un extraterrestre de Lawrence R. Spencer et Matilda O'Donnell McElroy, partie 3. Thème abordé dans cette partie, chapitre 3, mon troisième interrogatoire. Chapitre 4, la barrière de la langue. Chapitre 3, mon troisième interrogatoire. Note personnelle de Matilda O'Donnell McElroy. Le troisième interrogatoire d'Earl, ainsi que tous les interrogatoires, furent observés et enregistrés, ainsi que je l'ai mentionné ci-dessus, par plusieurs dizaines de personnes. Ces personnes, toutefois, n'assistèrent pas physiquement, une salle spéciale ayant été aménagée munie d'une glace sans teint par laquelle on pouvait assister à l'interrogatoire sans contact direct avec l'alien. L'alien avait été transféré dans la salle nouvellement aménagée et était assise sur une chaise ordinaire à l'assise rehaussée, recouverte d'un tissu à motifs fleuris. Je suis persuadé que l'on avait envoyé quelqu'un en ville acheter une chaise dans le magasin d'ameublement le plus proche. Le corps de l'alien mesurait environ 2 fois la taille d'un frêle enfant de 5 ans et paraissait donc minuscule sur la chaise. Le corps n'étant pas de nature biologique, il n'avait pas besoin de nourriture, d'air ou de chaleur et, semblait-il, l'alien ne dormait pas non plus. Il n'avait pas de paupières, ni de sourcils au-dessus de ses yeux, qui par conséquent ne se fermaient jamais. Personne, à mon sens, n'aurait pu dire si elle dormait ou si elle était éveillée, aussi longtemps qu'elle demeurait figée sur la chaise. À l'exception des rares occasions où elle mobilisait son corps ou faisait un geste de la main, personne n'aurait pu dire si elle était en vie ou non, à moins de capter ses pensées. J'appris par la suite que l'alien n'était pas identifié par son corps, mais par sa personnalité, pour ainsi dire. Elle était connue des autres aliens sous le nom de Earl. C'est le mot le plus rapprochant que je puisse utiliser pour décrire le nom au moyen de l'alphabet de la langue anglaise. Je ressentis intimement qu'elle préférait s'identifier au sexe féminin. Nous partagions, à mon avis, une empathie naturelle et féminine et un tempérament protecteur envers la vie et envers autrui. Je suis certaine qu'elle ne se sentait guère rassurée face à l'attitude martiale, hostile, dominatrice des officiers et agents, chacun d'eux étant plus soucieux de sa propre importance et de son propre pouvoir que de découvrir les secrets de l'univers. Lorsque j'entrai dans la salle, elle fut très contente de me voir. J'éprouvai une sensation de reconnaissance sincère, de soulagement et une émotion chaleureuse de sa part. Cela ressemblait à l'excitation débordante et inconditionnelle, à l'affection platonique que l'on éprouve de la part d'un chien ou d'un jeune enfant, tempérée toutefois par une calme réserve. Je dois dire que j'étais surprise d'éprouver le même type d'affection de la part de l'alien, d'autant plus que nous avions passé si peu de temps l'une avec l'autre. J'étais heureuse de pouvoir continuer mes entretiens avec elle, en dépit de l'attention très pesante dont nous étions l'objet de la part du flot d'agents gouvernementaux et de militaires qui arrivaient à la base. Il était tout à fait évident que les personnes qui rédigèrent la nouvelle liste de questions à mon intention voulaient apprendre à communiquer eux-mêmes avec l'alien sans avoir à passer par mon intermédiaire. Voici les réponses à la nouvelle liste de questions. Transcription officielle d'interrogatoire 11 juillet 1947. Première. Question. Savez-vous lire ou écrire une ou plusieurs des langues terrestres? Réponse. Non. Question.
Comprenez-vous l'arithmétique ou les mathématiques? Réponse. Oui, je suis officier, pilote, ingénieur. Question. Pouvez-vous écrire ou dessiner des symboles ou des images que nous serions capables de traduire dans notre propre langue? Réponse. Sans certitude. Question. Existe-t-il d'autres signes ou moyens de communication que vous pourriez utiliser pour nous aider à comprendre plus clairement vos pensées? Réponse. Non. Note personnelle de Mathilda O'Donnell McElroy. J'étais tout à fait certaine que ce n'était pas vrai, mais je compris clairement qu'elle se refusait à communiquer sous forme d'écrits, de dessins ou de signes langagiers. Mon impression est qu'elle se conformait aux ordres donnés à tout soldat capturé de ne divulguer aucune information qui pourrait être utile à un ennemi, même sous la torture. Elle était seulement capable de et disposée à révéler des informations non confidentielles ou personnelles du type nom, grade et numéro de série. Transcription officielle d'interrogatoire, 11 juillet 1947, deuxième. Question. Pouvez-vous nous montrer sur une carte du ciel quelle est l'étoile de votre planète d'origine? Réponse. Non. Cette réponse n'est pas due au fait qu'elle ne connaît pas le trajet depuis la Terre jusqu'à sa planète d'origine. Elle refusait de révéler son emplacement. Cela est dû également au fait que le système solaire de sa planète d'origine n'existe sur aucune carte céleste sur Terre. Il est bien trop éloigné. Question. Combien de temps cela prendra-t-il à votre peuple pour vous localiser ici? Réponse. Inconnue. Question. Combien de temps cela prendrait-il à votre peuple pour voyager jusqu'ici afin de vous récupérer? Réponse. Des minutes ou des heures. Question. Comment pouvons-nous leur faire comprendre que nous n'avons pas l'intention de vous faire du mal? Réponse. Intentions sont claires. Voix dans votre esprit. Image, sensation. Question. Si vous n'êtes pas une entité biologique, pourquoi faites-vous référence à vous-même comme un être féminin? Réponse. Je suis un créateur. Mère, source. Note personnelle de Mathilda O'Donnell McElroy. Cela ne me prit que quelques minutes de poser ce questionnaire. Je compris alors que nous pourrions avoir à faire face à un grave problème si l'alien refusait de coopérer ou de révéler la moindre information que les militaires, les agents de renseignement ou les scientifiques considéreraient utile pour eux. Je suis également sûre que l'alien était tout à fait convaincu des intentions véritables des personnes qui rédigèrent ces questions. Elle pouvait en effet lire dans leur esprit tout aussi facilement qu'elle pouvait lire mes pensées et communiquer avec moi par télépathie. Compte tenu de ses intentions, elle refusait et était incapable de coopérer avec quelqu'un d'entre eux de quelque manière que ce soit, quelles que soient les circonstances. J'étais également convaincue que, l'alien n'étant pas un organisme biologique, aucune forme de torture ou de moyen de contrainte ne pourrait la faire changer d'avis. Chapitre 4. La barrière de la langue. Note personnelle de Mathilda O'Donnell McElroy. Après que j'eus expliqué quelles étaient selon moi les raisons de la réponse, pas de réponse, aux agents de service secret, la contrariété fut des plus vives et fit place à un tumulte. Une discussion très enflammée s'engagea entre plusieurs officiers de renseignement, représentants militaires, le psychologue et les linguistes. Ce débat se poursuivit pendant plusieurs heures. Finalement, il fut décidé que je devrais être autorisé à poursuivre l'interrogatoire de l'alien à la condition que j'obtienne d'elle une réponse satisfaisante à la question suivante. Transcription officielle d'interrogatoire,
11 juillet 1947, troisième. Question. Quelle garantie ou preuve devrons-nous vous fournir qui vous convaincra de répondre à nos questions? Réponse. Elle seule parle, elle seule écoute, elle seule les questions, pas d'autre. Vous devez apprendre, savoir, comprendre. Note personnelle de Mathilda O'Donnell McElroy. Quand je reviens de la salle d'interrogatoire pour apporter la réponse de l'alien, j'essuyais un accueil grimaçant et sceptique du groupe d'agents et de militaires des services secrets. Ils ne parvenaient pas à comprendre ce que l'alien voulait dire par là. Je reconnus que moi non plus, je n'étais pas vraiment capable de comprendre ce qu'elle voulait dire, mais je tiens à affirmer que je faisais de mon mieux pour restituer le message télépathique. Je suggérais aux officiers que le problème de communication tenait peut-être à mon incapacité à comprendre le langage télépathique avec une clarté suffisante. À ce moment-là, je me sentais à tel point découragée que je fus presque tentée de renoncer. À présent, les débats redoublaient d'intensité. J'étais convaincue que j'allais être congédiée, en dépit du fait que l'alien refusait de communiquer avec qui que ce fût d'autre, ou de ce que personne ne se fût montré capable de communiquer avec elle. Par bonheur, un homme très brillant, du nom de John Newbold, spécialiste de la langue japonaise pour la Navy, trouva une explication et une solution au problème. Il expliqua que, tout d'abord, le problème ne tenait nullement à l'incapacité de l'alien à communiquer. Le problème tenait plus à son refus de communiquer avec tout autre interlocuteur que moi. En second lieu, pour que se pût prendre place une communication claire et cohérente, les deux parties avaient besoin de se comprendre et de communiquer à travers un langage commun. Les mots et les symboles du langage expriment des notions et des significations très précises. Il releva que les Japonais disposent de nombreux homonymes dans leur langue qui donnent lieu à de nombreux malentendus dans la communication courante. Ils résolvent ce problème par l'utilisation des caractères chinois élémentaires dans l'écriture des significations exactes du mot utilisé. Cela leur suffit pour dissiper toute difficulté. À défaut d'une nomenclature précise, la communication n'était pas possible au-delà d'une compréhension rudimentaire entre hommes et chiens ou entre deux enfants en bas âge. L'absence d'un vocabulaire commun, de termes clairement définis que tous les interlocuteurs pourraient utiliser couramment, fut le principal facteur limitatif dans les échanges entre les peuples, groupes ou nations. Par conséquent, il suggéra qu'il existait seulement deux alternatives. Je devais apprendre à parler la langue de l'alien, ou l'alien devait apprendre à parler en anglais. Concrètement, un seul choix était possible. Je devais persuader Earl d'apprendre l'anglais et lui enseigner la langue sous les instructions d'un linguiste. Personne ne formula une objection à tester cette approche, d'autant qu'il n'y eut pas d'autres suggestions. Les spécialistes du langage suggérèrent que j'emporte avec moi, dans la salle d'interrogatoire, plusieurs livres pour enfants, ainsi qu'un manuel de lecture élémentaire et une méthode de grammaire. Il était prévu que j'allais m'asseoir à côté avec l'alien et lire des livres à haute voix tout en indiquant le texte du doigt à son intention. L'idée de base était que l'on pourrait apprendre à lire à l'alien de la même manière que l'on apprend à lire à un enfant, mot à mot et par association phonétique, et qu'on pourrait également lui transmettre des notions de grammaire élémentaire. Il pensait de même, selon moi, que si l'alien était assez intelligente pour communiquer par télépathie et pour piloter un vaisseau spatial à travers la galaxie, elle pourrait aussi bien apprendre à parler une langue
avec autant ou plus de rapidité qu'un enfant de 5 ans. Je reviens dans la salle d'interrogatoire et soumis le projet à R. Celle-ci ne s'opposa pas à l'idée d'apprendre la langue, mais cependant, elle ne s'engageait pas à répondre aux questions. En l'absence d'une meilleure idée, nous nous mîmes à la tâche.